On va donc prendre des questions de la salle pour les intervenants et pour le discutant. Oui, bonjour Jean-Pierre Worms. J'ai une question à Madame Calvez parce que j'ai peur que après, avec ta présentation, on s'oriente hors des questions pour Madame Calvez. Donc tout de suite, d'entrée de jeu, en ce qui concerne l'introduction dans le droit de droits spécifiques de ce qu'au niveau européen on appelle des minorités nationales. Je ne suis pas sûr que le concept soit nécessairement plus descriptif de réalité sociale que le terme de communauté, mais ça c'est un autre débat. Une question sur la façon dont le Conseil de l'Europe a abordé cette problématique au début des années 90. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, responsable de ce dossier, et que j'avais rédigé et finalement fait voter un protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l'homme, à la Convention européenne des droits de l'homme, sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales. Avec l'idée très claire qu'il s'agissait d'éviter toute assignation à résidence communautaire ou de minorité nationale, soit par un État, modèle soviétique, qui disait un tel, il est juif parce que voilà, il est désigné comme juif par, et donc à la communauté juive, par l'État, soit par une autorité qu'une communauté se donnerait pour assigner à des obligations communautaires les membres de la communauté qu'elle désignerait comme tels. Donc ni assignation à résidence par les instances de la communauté, ni par l'État, mais un droit politique des personnes se revendiquant d'une minorité ou de plusieurs minorités pour pouvoir exercer un certain nombre de droits dans l'espace public. Je ne reviens pas sur la liste des droits, vous les avez très, très précisément commencé à énumérer. Bon. Ça a été une approche qui a fait scandale auprès des gouvernements, et notamment du gouvernement français. Et moi, j'ai eu une bagarre très, très dure avec mon propre pays dans cette affaire. Et 2 ans après, 3 ans après, je crois que c'est 96 finalement, que ça a été ouvert à la signature, une convention cadre négociée au niveau intergouvernemental, le comité des ministres du Conseil de l'Europe, sur les droits des minorités nationales, et non plus des personnes se réclamant d'eux. Convention cadre ouverte à la signature et ensuite à la ratification, bien évidemment, compte tenu du fait qu'il faut un certain nombre de pays qui aient ratifié cette convention cadre, elle est très loin d'être mise en œuvre et d'entrer en application. Mais sur ce choix entre la convention cadre des minorités qui institue une communauté comme un être juridique, par rapport à des droits des personnes relevant de la Convention européenne des droits de l'homme, avec la possibilité pour l'individu de faire appel d'une décision de son gouvernement à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était vraiment renforcer le droit des personnes par rapport aussi bien aux communautés qu'aux États. J'aimerais savoir quelle est votre posture, votre position par rapport à ce choix qui était un choix politique extrêmement, à l'époque, extrêmement clair. On va réunir 3 questions avant de passer la parole à la table. Je vous demande d'être bref dans vos questions pour donner la possibilité d'avoir un débat assez multiple. Merci. Bonjour. Toujours une question à Madame Calvez. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Manuel Boucher. Voyez-vous une différence entre la formule de communauté française, donc formulée par Brice Hortefeux, et la proposition de communauté des citoyens formulée par la sociologue et ancienne membre du Conseil constitutionnel, Dominique Schnapper? Il y avait quelqu'un là-bas qui avait levé les bras, je crois. Ah, voilà, là-bas. Bonjour, donc moi je suis Céline Fèvre et je suis doctorante au LIS CNAM à Paris. J'avais une question en fait qui concerne plus précisément TADAS. C'était pour savoir
quelle a été l'acception de la notion de diversité en fait en Europe. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme diversité, puisque c'était quelque chose dont vous faisiez état. Mais en fait, qu'est-ce que ça désigne et qu'est-ce que ça désigne pas, cette notion de diversité? Ah oui. Donc je répondrai successivement aux deux questions. La première sur la question des minorités nationales dans le cadre du Conseil de l'Europe. Je me permettrai de ne pas vous suivre complètement dans votre analyse rétrospective de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a renoncé à l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention au profit d'un texte séparé. Le but principal, c'était de soustraire à la compétence de la Cour ces questions de minorités nationales. C'était le but essentiel, parce que ça fait peur au gouvernement, tout simplement. Donc oui, vous l'avez dit à la fin, mais en même temps, vous avez superposé cette question à un deuxième débat sur lequel je viens, qui est le passage approche élective de l'appartenance à une minorité nationale, qui était effectivement garantie expressis verbis dans le projet de protocole additionnel, et à une approche qui serait plus groupiste dans la Convention cadre. Alors là, j'ai du mal à vous suivre, parce qu'il n'y a pas de droit de groupe dans la Convention cadre. Quand on la regarde, bon, la France ne l'a pas signée, bien sûr, mais pour ceux qui l'ont signée, indépendamment même des questions de mise en œuvre, regardez les droits, ce n'est pas des droits de groupe. Même l'autonomie territoriale n'a pas été consacrée. Tout simplement parce que l'intangibilité des frontières, c'est un principe fondamental en droit international, et que sur la scène européenne, pourquoi cette question des minorités nationales est revenue à la surface en 1990? C'est parce qu'on avait peur que tout pète. C'est la fin de l'Empire soviétique, c'est la chute du mur de Berlin, et on pensait qu'on repartait vers l'attentat de Sarajevo 1914, on pensait qu'on allait repartir en guerre, quoi. Donc le problème des minorités nationales, c'est essentiellement un enjeu de sécurité sur notre continent. Ça ne nous a pas empêché la Yougoslavie, évidemment, hein. Ça ne nous a pas empêché la Tchétchénie, ça ne nous empêche pas la guerre, hein, et aujourd'hui l'Ukraine. Enfin, bon. Donc on a toujours, nous, évidemment, les minorités nationales sont liées directement à la guerre chez nous. C'est une différence fondamentale, évidemment, avec le continent nord-américain. Mais la question de reconnaître les droits des groupes, non, pas dans la Convention cadre. D'autre part, le deuxième problème de la Convention cadre, c'est que les États demeurent libres de définir leur minorité nationale. Donc les minorités nationales les plus embêtantes, les plus explosives, les plus sous forme de grenades, on ne les reconnaît pas. Les États ne les reconnaissent pas. Il est libre de les nommer. Oui, mais après, l'appartenance au groupe, elle est élective. C'est-à-dire, par exemple, les Allemands ont retenu 4, je crois. Et parmi le gouvernement allemand dit, bah, nous, la Convention cadre s'appliquera à ces 4 groupes. Mais après, donc effectivement, là, c'est une décision de l'État, vous avez bien raison. Mais après, chaque individu est libre, parce que ça, c'est un principe intangible en droit européen, le caractère électif de l'appartenance ethno-nationale. Chaque individu est libre de dire, moi, oui, je suis un citoyen allemand de nationalité polonaise, ou je suis un citoyen allemand Sinti, comme on dit pour désigner les Roms, en Allemagne, dans le cadre de la Convention. Donc le caractère électif de l'appartenance, il est garanti parce que c'est un principe fondamental de droit européen. Déjà dans l'entre-deux-guerres, c'était garanti. Hein. On n'oblige pas les gens à être minoritaires. Enfin, encore heureux. En tout cas, juridiquement. Après, sociologiquement, c'est un autre sujet. Après, qu'il y ait une pression sur les gens, comment oses-tu ne pas te déclarer noir, on voit bien que tu es noir. Ça, c'est un autre problème et il est très lourd. Mais juridiquement, non, c'est électif, c'est-à-dire on choisit. Voilà, mais bon, c'était un projet très très intéressant, effectivement, cette affaire de convention cadre. On n'a pas fini d'en développer toutes les potentialités. Pour répondre, en personne, je prends trop de temps, pardon, hein, pour répondre à Manuel Boucher sur le titre du livre de Dominique Schnapper, c'est un oxymore, hein, communauté des citoyens, pardon, je ne vois plus où vous êtes, donc je réponds un peu dans... c'est un oxymore. Quand elle a choisi communauté des citoyens, c'est parce que ça jure à l'oreille. Donc la communauté, c'est évidemment au sens communauté primaire, lien dans le sens de ce livre, hein, alors que la citoyenneté à la française, c'est une citoyenneté civique, c'est le civic nation, comme aux États-Unis. Hein. Donc là, le projet de tout ce livre, le projet du livre de Dominique Schnapper, c'est de savoir comment, à partir d'un projet de nation civique, qui est né dans un des pays les plus divers du monde, la France de 1789, c'était une mosaïque, un caravansérail de peuple, pour citer Barès, puisqu'il revient un peu à la mode. Donc on avait un État multiple sur tous les plans, et comment on fait
avec un projet qui est un projet hyper abstrait, un projet d'identification républicaine, comment on fait pour lui donner quand même de la chair? Et ça, c'est le projet de Dominique Schnapper dans ce livre, de l'étudier sous l'angle de la sociologie. Mais c'est pas un concept, communauté de citoyens, c'est un oxymore. I found it very useful that we had 3 slightly different talks from different angles, and it helps now to clarify a few things. Let me start with the last question about what diversity is. I'm not able to give a definition, but I want to show one slide from France. So it is something to be debated and defined. If we look from the EU perspective, then, well, we have certain legal acts that identified particular grounds on which discrimination is prohibited. So we have some identification. But other than that, diversity is, well, they say in English, celebrated or being spoken about just with the attempt to see the differences, acknowledge them, rather than pretend that everybody is the same. What some French organizations mention as commitment to diversity are these grounds. The Charter for Diversity in Business, they explicitly mentioned that they want to be committed to cultural, ethnic, and social diversity. And I wonder about its implications, but it has been stated in France. Then, Fabrice a few times reiterated the question, so should statistics be ethnicized? Well, I find it a little bit charged question. I don't think anything has to be ethnicized or de-ethnicized if we don't know broader goals. For what sake, for what type of policy we want to have tools. And I think that was maybe missing a little bit. Gwenaëlle, in your presentation, I think that was a brilliant review, a quick review, quick presentation of spectrum of different controversies, and actually showing very convincingly that most solutions taken in legal terms have their limitations. But I still also wondered, is this a way to ridicule, to show the absurdity of some of them, or still are there any tools that we could take? In other words, by identifying a lot of things that we can't do because they have limitations or are absurd or lead to absurd situations, is there anything that we can do instead? Or is it just to keep status quo? And I think that something that policy can aim to do, it may go beyond identity, doesn't have to be limited to identity. So maybe I can propose a certain gap that we miss fulfilling, and it is related to concept of equality. We have this diversity concept, equality somewhere in the background, equal opportunities as well. And why is there all this debate? Because those equal opportunities do not lead to equal outcomes. The problem with community also, with the term community here in France that I gathered over the last couple of days, was that the problem with community is that there isn't one in the problematic neighborhoods. So that was a different emphasis we were hearing from audience and practitioners than the emphasis on legal and identity terms here. So I think the gap we had is missing to talk about equality of outcomes. And if we want to have certain equality of outcomes, then we have to start measuring things. And only with having certain purpose
we can ethnicize, if to use that term, not necessarily, but use certain tools. It doesn't have to be ethnicization in every case. Why in the surveys we ask about diverse neighborhoods rather than segregated ones? I have a difficulty to answer that. I think for research it's good to have the self-perception of people. It's interesting to try it out. And second, it's good to have some sort of a neutral measure which you can then analyze and break down and see what sort of characteristics it has. And does it have any characteristics of what you consider to be a segregated or problematic community? The question, which was of experimental nature that I showed, was dropped in the last survey in 2011. As it was a crude measure, it's not a very precise indicator. However, my question to audience would be an invitation to what sort of neighborhood characteristics we should measure, we should try to identify in surveys and research in the future. And the way our survey functions is that the stakeholder input is invited, and we will be going through a round of stakeholder proposals this autumn to prepare the survey of 2016. And one particular strand that I'm trying to emphasize and propose and invite proposals for is the aspect of social or public services. There are not many things that can be resolved quickly in terms of identity management, and maybe it even shouldn't be the case. But there are a lot of opportunities to change the way services are provided and influence life at the community or at the neighborhood level, I mean. So these possibilities should be exploited, and for that it would be good that the choices are being made on some sort of evidence. So after this, if anybody has ideas or wish to discuss what particular neighborhood characteristics we should focus on, I think that would be a useful focus for future and also after the conference. Oui, sauf si peut-être... J'invite aussi, si vous voulez réagir entre vous, vous ne l'avez pas fait pour le moment, vous pouvez, hein, y compris à ce qu'a dit Fabrice. Moi, je me sens un peu obligée de répondre tout de suite sur le point 4 qui est ici. Bon, on ne voit pas que c'est le point 4, mais c'est le point 4 de la charte de la diversité. Pour rappeler tout de même, la charte de la diversité, elle a été promue par M. Bébéard, qui était un monsieur qui redoutait à un moment donné le suicide de la race blanche. Enfin, c'est quelqu'un qui a été poursuivi pour incitation à la haine raciale, mais à la limite, peu importe. Il a donc poussé un certain nombre d'entreprises à conclure cette charte de la diversité. Un certain nombre des entreprises qui ont signé cette charte s'engage donc par le point 4 à, il faut bien le comprendre, violer la loi. C'est-à-dire qu'une entreprise qui s'engage à refléter dans son organisation la composition ethnique et raciale de la société va donc discriminer sur le fondement de l'origine et les recruteurs encourent des sanctions pénales. C'est super clair. Donc on a un vrai problème de charte de la diversité qui a été en plus promue par les pouvoirs publics. On a incité les entreprises à signer, donc toutes celles qui voulaient se refaire une virginité parce qu'elles avaient été condamnées, on signait ça. Et évidemment, il n'y a aucune application, je vous rassure, hein, parce que s'il y avait des applications, enfin en tout cas officielles, ce serait la sanction immédiate. Mais ce qui est passionnant, c'est que ça a été promu donc, par des gens qui veulent dépénaliser la discrimination ethno-raciale. Monsieur Yazid Sabeg le disait clairement. Pourquoi ce serait un délit, la discrimination? Et est-ce qu'on n'a pas déjà, nous, chefs d'entreprise, assez d'emmerdements comme ça avec le code du travail, le droit, etc. Dépénalisez-moi tout ça. Donc il y a un vrai sujet quand même sur le statut du droit de la non-discrimination en France. Est-ce qu'on dit que la discrimination, c'est mal dans tous les cas? Est-ce qu'on dit non, parce que la discrimination positive, comme disait tout à l'heure Fabrice, ouais, après tout, est-ce que le directeur de cet établissement ne pourrait pas se dire moi, je me fixe un objectif de recrutement de 10% d'Arabes l'année prochaine. Quel serait le problème? Ben, c'est une question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois une pénalisation de la discrimination et à la fois
une ouverture de la discrimination dite positive, parce qu'il faut au moins la cadrer. Ça prend des balises, hein, d'avoir la discrimination positive, c'est pas comme ça. Hein. Donc il y a un vrai problème, on est dans un flou là, juridique total, et moi, ça me peine parce que on lutte pour promouvoir cette idée que la discrimination, c'est un délit, c'est pas bien, etc. Et en même temps, il y a toute une série d'incitations à discriminer. Donc, on s'est complètement schizophrène. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et puis le deuxième sur l'égalité de résultats. Pourquoi on fixerait un objectif d'égalité de résultats ? C'est quoi cette ingénierie ethno-raciale? C'est quoi le but? Enfin, est-ce que c'est un objectif, l'égalité de résultats, au sens donc ethno-racial? Pourquoi? Aucun pays d'ailleurs ne le fait. Hein. Pourquoi on devrait se fixer ce principe d'égalité de résultats? On le fait pour les femmes avec la parité. Il faut qu'on ait 50%, et on n'est qu'au début, parce que quand ce sera un plafond pour les femmes, ça commence d'ailleurs dans certains domaines à être un plafond, on est limité à 50 maintenant, on ne pourra jamais aller au-delà, à cause de cette parité. Donc il y a un problème quand même. Enfin, moi je crois que les femmes peuvent faire mieux, non? On peut, pourquoi pas, dans certains domaines, aller au-delà des 50%. Et donc l'égalité de résultats, ça suppose d'avoir décidé ex ante, selon des critères mal élucidés, qu'on veut tant de pourcents de femmes. Parfois c'est 30, parfois c'est 40, parfois c'est 50, ça dépend. Ou alors qu'on veut 8% de noirs, ou alors qu'on veut 7% de jaunes, ou alors... Mais sur quels critères on va décider des trucs pareils? Donc, je sais pas, moi, ça me gêne de faire comme si égalité de résultats, c'était acquis, comme si cet idéal de reflet, c'était pas délictuel. On est dans une situation, effectivement, vous le dites, Tadas, vous avez raison, une situation d'entre-deux qui est pas bonne. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Sur la scène politique, vous remarquez que le nouveau gouvernement qu'on a n'a jamais prononcé le mot discrimination, ni lancé une politique de lutte contre les discriminations, quelle qu'elle soit. Vous pouvez réagir. Thank you. That's again a step forward. I would be very interested also what audience thinks, but what we are missing here in this black and white picture is that it's not that we are blind, gender blind, color blind, whatever sort of blind, or we do positive discrimination. In this Roma debate, why I brought the Roma case forward, and it's not limited to that, but it's one good example where it's easy to trace it in recent years. A concept of positive action was developed, which is not a discrimination, which is not well, benchmarking is possible, but it's not setting targets in terms of percentages. And even though you provided cases which really show clearly that having a specific percentage wouldn't make sense, I'm also sure that you also know that there can be other ways, other measures taken. If we speak about gender, and we want to have more women in labor force, among students, in parliament, and so on, we don't necessarily have to put the percentage and force some women in. We can do some actions in the background, rethink the working hours, rethink the social responsibilities and services that could step in and do it, rethink the childcare provision, without ever specifying a particular number. And it is being applied, and it works, and it works, and it is being applied in France too. That's why France has a very successful birth rate, by the way, because it does it. And I don't see any reason why it could not be applied to other groups where we see social disparities. And why equality of outcomes or results matter? Well, it's not, again, necessary to commit oneself to a particular figure and percentage. But I would say if we don't speak about equality of outcomes, we are not taking equality seriously enough. Je vais jeter mon grain. Je pense qu'il faut quand même ne pas faire un passage mécanique comme ça entre les désirs ou les politiques pour qu'il y ait plus de femmes dans le marché du travail et la politique nataliste. Je passe la parole à la salle.
Fatia Belmessou, historienne donc ici au laboratoire Rives de l'ENTPE. Moi, j'ai été ravie d'entendre vos 3 présentations et à l'écoute de celle de Monsieur Lavaux, je me suis posé la question qu'est-ce qu'être bolivien? Indien, c'est une catégorie puisqu'elle a été inscrite dans la Constitution et lors du recensement, vous avez bien montré, les gens devaient se définir, devaient se déclarer s'ils acceptaient cette non pas leur origine, mais cette catégorie qui a été pensée par les pouvoirs publics. Et du coup, forcément, il faut la poser en France. On parle beaucoup des minorités et de la minorité ethnique, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'être français. Et c'est peut-être là la question sous-jacente. On ne se coltine pas le vrai problème qui est de désigner qui est français et qui ne l'est pas. Juste pour rebondir sur la question des recensements, de la catégorisation des recensements, moi travaillant sur les Algériens, le recensement du début des années 50, il introduit en France une catégorie qui est français musulmans venus d'Algérie, quand Gwenaël Calvez doit savoir qu'après le principe de libre circulation en 1947 qui permet aux travailleurs indigènes, autochtones d'Algérie de venir en métropole, eh bien, lorsqu'il a fallu les recenser, lorsqu'ils étaient en France, on importe une classification coloniale en France. Donc on crée à l'intérieur de cette communauté nationale une nouvelle catégorie qui s'appelle Français musulmans venus d'Algérie. Et en plus, on les ethnicise puisqu'on leur accole le qualificatif de musulmans. Et donc on voit bien que les pouvoirs publics construisent aussi cette catégorie qui est reproduite après, qui est acceptée, qui est reconnue par tous, auprès du service des affaires musulmanes, puis auprès du service de la direction de la population et des migrations qui reprend la même catégorie d'analyse, même s'ils deviennent entre-temps étrangers, puisque l'Algérie étant devenue indépendante, ils redeviennent dans la catégorie, ils passent dans la catégorie immigrés, ayant migré depuis très, très longtemps. Ça, c'était la parenthèse pour dire que quand les pouvoirs publics créent une catégorie spécifique et l'éthicisent, eh bien voilà, elle est réelle. Et les gens ne se sont peut-être pas nommés, désignés sous cette catégorisation, mais en fait, on les a inscrits de fait là-dedans. Et ça me fait penser à ce que l'on a vu hier sur les commerces étrangers, comment on passe, Marie-Claude Blanchalière a montré, de commerce étranger, étranger, d'italien notamment, au commerce ethnique. Alors moi, c'est une question, je me dis, mais comment on peut désigner un commerce ethnique? Qu'est-ce qui désigne l'ethnicité dans le commerce? Et connaissant un petit peu les terrains, notamment de rénovation urbaine dans les quartiers dits ethniques, puisque Fabrice disait qu'à la suite des émeutes de 2005, qui, entre parenthèses, ne se sont pas beaucoup produites dans ces quartiers, mais beaucoup ailleurs, dans les quartiers dits populaires, donc non ethniques, entre guillemets, eh bien, il y a en ce moment des programmes de rénovation urbaine importants et des locaux commerciaux vides. Et pourquoi y a-t-il des locaux commerciaux vides? Parce qu'il y a beaucoup de municipalités, ces municipalités qui refusent le fameux libre entrepreneuriat qu'on veut absolument mettre en avant, parce que ça produira du commerce ethnique. Or, encore une fois, je reviens à ma catégorisation du départ des années 50, on ethnicise le commerce, non pas son contenu, c'est parce qu'il va vendre qui est ethnique dans ce quartier. C'est parce que le commerçant est désigné comme étant appartenant à une communauté ethnique. Et comme en même temps, dans ces quartiers, on prône la mixité sociale, et je reviendrai là-dessus, eh bien, on ne peut pas il y a une tension entre les deux. On ne peut pas favoriser la mixité sociale, donc le mélange, le brassage de ces populations qui feront que ces quartiers vivront bien et qu'ils seront harmonieux, pour, à côté, promouvoir, ou en tout cas laisser la libre entreprise de ce type de commerce. Et visiter les locaux commerciaux vides, et des exemples, j'en ai beaucoup, et notamment ici à Vaux-en-Velin, on en a connu quelques-uns, la brasserie ici, c'est parce qu'il y a le refus que ces commerçants, qui veulent ouvrir peut-être des kebabs, paraît-il, il y a toute la mythologie autour du kebab et de la prolifération de ces sandwichs, voilà, de fleurir ces commerces au nom de la non-ethnicisation du commerce, donc du quartier, et donc qui ira à l'encontre de la mixité sociale. Et je reviens sur cette question des discriminations parce qu'elle
elle est importante. Fabrice a essayé de soulever cette tension entre pourquoi on ne peut pas mesurer cette discrimination. Lorsque dans le droit de la non-discrimination est une réalité, il est tout à fait d'accord avec ça, c'est un droit, on ne peut pas aussi prôner, on ne peut pas vouloir la non-discrimination et à côté promouvoir ce type de schéma, de réflexion, de charte et autres. Très bien. Mais dans ces cas-là, comment on remet en place la question de la mixité sociale dans les quartiers? Parce qu'en prenant la mixité sociale, qui n'est pas inscrite dans le droit, parce qu'elle n'est pas définie juridiquement, la mixité sociale, elle est à l'appréciation des bailleurs, des municipalités et autres. Lorsqu'il y a procès pour discrimination lors de l'attribution de logements sociaux, jusqu'à présent, les tribunaux ont expliqué qu'il n'y a jamais eu de sanctions. Et les jugements précisent que, au nom de la mixité sociale, au nom de ce principe de mélange des populations, eh bien, le droit de la non-discrimination passe après. Il n'y a pas eu, à mon sens, je n'ai pas connu d'organismes qui ont été jugés pour avoir discriminé lorsqu'il y avait mixité sociale. Simplement, c'est pas quand il y a eu des pratiques de discrimination dans l'attribution, mais en tout cas pas à l'échelle d'un quartier ou autre. Il n'y a pas encore eu ce genre de... Oui, mais il n'y a pas eu de sanction. Si, 50 000 €. Est-ce que vous pouvez abréger votre question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse donner la parole à d'autres aussi? Ce que je veux montrer, ce que je veux dire, ce que j'essaye de montrer, c'est que la catégorisation, quand elle est introduite par les pouvoirs publics, alors que le roman national, la communauté nationale est connue, eh bien, elle ne fait pas débat. En tout cas, elle est acceptée, elle est instituée. C'est simplement quand il y a ensuite l'ethnicisation, elle se poursuit. Et la pratique de l'ethnicisation est une réalité qui fait que, eh bien, elle est mise en tension avec la question des discriminations qui empêchent et la libre entreprise et l'attribution du logement. Merci. Non, je préfère laisser la parole, parce que bon, sur la France, personnellement, moi j'en sais beaucoup moins que vous, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié particulièrement la France, donc je suis le citoyen français lambda qui vit en France et qui subit, qui a bien sûr quelques idées, mais elles ne sont pas argumentées, donc on peut parler plus généralement de la catégorisation et de la comptabilisation, oui, mais là, de la façon dont vous posez la question, je préfère laisser... Qu'est-ce que c'est qu'être bolivien? Elle vous a posé cette question. Oui, non, mais être bolivien, c'est comme être français, c'est-à-dire c'est avoir une carte d'identité bolivienne. Donc, de ce point de vue-là, il y a une reconnaissance de nationalité qui passe par une officialisation et qui passe elle-même par la carte d'identité, qui existe là-bas comme elle existe en France depuis la fin du 19e siècle. Enfin, droit du sol ou droit du sang? Je ne sais plus. C'est une très bonne question, je ne sais plus. Je sais qu'on peut avoir la double nationalité. C'est-à-dire que je connais des franco-boliviens, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois français et boliviens. Mais non, de manière précise, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. Moi, je voudrais répondre sur deux aspects de la question qui vient d'être posée. D'abord, sur la notion de Français musulmans venus d'Algérie comme catégorie ethnique. C'est pas exactement ça, c'est une catégorie juridique, puisque en Algérie, les Français musulmans, c'est une catégorie juridique, c'est les gens qui sont soumis à un statut de droit musulman, de droit coranique, c'est-à-dire pour tout ce qui est l'état des personnes. Ils ne sont pas soumis au code civil. Donc, ce Français musulman en Algérie, c'est une catégorie dont on peut sortir. En réalité, Patrick Veil a montré que le nombre de personnes qui avaient renoncé au statut était microscopique. Mais techniquement, on peut sortir. C'est un statut juridique. Alors, qui est une lecture ethnicisante? Je parle évidemment on est bien d'accord, je parle pendant la colonisation, il n'y avait plus aucune réalité de cette notion de Français musulmans venus d'Algérie dans le droit. Mais à l'époque, c'est une catégorie, parce qu'il y a un double collège, parce qu'il y a un double droit qui s'applique, il y a le code civil pour les uns, le Coran dans d'autres parties pour les autres, le droit coranique, etc. Donc, statut musulman Français musulmans venus d'Algérie, c'est une catégorie juridique avec une lecture ethnicisante. Et ça, c'est toujours passionnant quand on parle de catégorie, que ce soit catégorie du recensement, catégorie
catégorie ethnique, catégorie juridique, c'est souvent à double fond, triple fond, avec des circulations entre les deux. Je prends l'exemple de Gens du Voyage, c'est pareil. Gens du Voyage, c'est une catégorie juridique qui fait l'objet d'une lecture ethnique. Mais je signale qu'on peut cesser d'être Gens du Voyage et on peut devenir Gens du Voyage. Donc ça n'a pas la fixité de la catégorie ethnique, hein. C'est une catégorie juridique. Même si, évidemment, il y a cette lecture ethnicisante. On est toujours dans cette ambiguïté, bon ben voilà, parce que le monde est compliqué. Maintenant, sur les bailleurs sociaux, bien sûr que les bailleurs sociaux sont condamnés. À Saint-Étienne, 50 000 €. Là, à Logirep, TGI de Paris, 50 000 € aussi. D'abord parce que le fichage ethno-racial, c'est un délit, primo. Deuxièmement, pour ce qui concerne la discrimination, la difficulté est qu'on a du mal, la responsabilité pénale, elle est personnelle. Hein. On est responsable de ses actes à soi, pas des actes de son voisin. Donc il faut trouver qui a discriminé. Et en matière de logement social, c'est super dur, parce que ce sont des décisions collectives, et on a du mal à identifier l'auteur de la discrimination. Donc, les relax se font le plus souvent sur ce fondement de défaut d'imputabilité à un auteur. Et quand il est question de cette affaire de mixité sociale, c'est pour reconnaître simplement qu'il y a une injonction paradoxale, exactement comme avec la charte de la diversité, qui pèse sur les bailleurs. Les bailleurs, on leur dit ne discriminez pas, et en même temps, essayez de me mélanger un peu tout ça. Donc, en fait, discriminer. Et donc pour les bailleurs, c'est une injonction paradoxale. On leur dit de faire une chose et une autre, comme les employeurs là. Et il faut bien comprendre une chose, les juges en prennent conscience, en prennent note, uniquement pour atténuer la peine. Pas pour dire que c'est pas un délit, hein, pour atténuer la peine. C'est-à-dire, vous avez discriminé pour obéir à cette injonction paradoxale, vous serez moins condamné. Mais vous serez condamné, c'est fondamental de bien l'avoir à l'esprit quand même. Tu veux intervenir, Patrick ? Non, c'était... Non, Sophie... Non, j'ai beaucoup parlé. D'autres questions ? Allez-y. Oui, je voudrais réinsister, parce que je voulais intervenir, mais Tadas a dit pratiquement ce que je voulais dire. Donc, simplement, c'est très caractéristique en France qu'on soit incapable de débattre des actions positives et que le terme ne soit même pas utilisé et qu'on parle de discrimination positive. Si on parle de discrimination positive, on tombe exactement dans l'argument de Mme Calvez. Elle a raison. Les quotas sont parfaitement illégaux. En revanche, avoir une politique familiale, avoir une politique de logement, avoir une politique qui permette des égalités d'accès à des gens qui sont objectivement dans une situation inégalitaire d'accès aux droits. Donc faciliter par de l'action positive des pouvoirs publics les conditions dans lesquelles les gens en situation d'infériorité peuvent accéder de façon quasi illégale et quasi égale au même droit que les autres, là c'est de l'action positive qui ne tombe pas du tout sous le coup des problèmes antidiscriminatoires. On appelle ça politique d'égalité des chances, ça revient au même. Hein. Ça, après, on n'utilise pas le mot action positive, mais politique d'égalité des chances, ça revient exactement à ce que vous dites. Hein. Oui, mais sauf que, effectivement, on se base sur les problèmes de discrimination positive et pas du tout comment lutter contre les discriminations par une politique d'égalité des chances réelle. Il y a une question au fond ? Merci, je voulais poser la question à Madame Calvez. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Mathieu Ilunga, je suis de l'Alliance citoyenne de Grenoble. Alors, je voulais poser ma question à Madame Calvez, parce que tout au long, j'ai profité de tout ce que vous avez dit. On a trouvé bien que, selon vos explications, que la discrimination et le droit à la différence, c'est fait par la politique et les décideurs, qui s'arrangent au moment voulu pour des intérêts qu'on connaît bien. Mais en tant que professeur de droit, chercheur aussi, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux décideurs politiques au lieu de s'arranger dans le terrain, de discriminer ou de mettre les gens dans les catégories, chercher des origines et autres, pour au moins faire une politique globale, bien de dire que voilà, on ne peut pas discriminer les gens, on ne peut pas catégoriser les gens, on ne peut pas chercher des races et autres, mais en tant que gouvernant, comme on parle des nations, on parle de l'État, mettre une politique pour tout le monde au lieu de s'arranger à un moment donné sur les calculs politiciens ou idéologie politique, de chercher
des termes qu'on veut employer à chaque moment, discrimination positive ou intégration, ou tous ces termes-là qui n'ont même pas vraiment d'importance parce qu'on l'a toujours dit, mais il y a toujours des problèmes. Comme l'intervenant à votre côté qui avait parlé des problèmes des maîtres qui s'est fait ici en France. On parlait des problèmes raciaux, d'origine et autres. On oublie que ce n'était pas vraiment des problèmes d'origine, mais c'est des problèmes de pauvreté, de manque de travail, de surchargement des quartiers. Ce n'était pas question d'origine ou de race ou de religion ou de quoi. Alors, en tant que chercheur, professeur de droit, acteur aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour proposer aux décideurs de voir des choses autrement que parler de discrimination des races? Voilà. Je suis pas sûre que les hommes politiques et les femmes politiques voient les choses en termes de discrimination et de race. J'ai de forts doutes. À mon avis, c'est vraiment un peu le contraire, parce que je crois que la notion de discrimination a apparemment complètement pénétré les esprits de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent mal qu'il y a des différences de traitement arbitraires entre les individus dans la société, que ce soit en matière d'emploi, en matière d'accès au logement, en matière d'accès à l'enseignement, à l'éducation, et que ces discriminations arbitraires, fondées sur la couleur de peau, fondées sur l'origine, fondées sur la religion réelle ou supposée, etc., doivent être combattues. Donc moi, ce pourquoi je me bats depuis de nombreuses années, puisque vous vous adressez à moi comme individu, c'est pour la promotion d'un droit de la non-discrimination qui marche. Aujourd'hui, aucun d'entre vous dans cette salle, je suppose, n'est capable de dire exactement où se trouve la norme antidiscriminatoire dans notre droit. Et pour cause, elle est dispersée dans le code pénal, dans le code de la fonction publique, dans le code du travail, y compris dans chacun de ces codes, elle est encore éclatée, émiettée. C'est une norme qu'on ne sait pas où localiser. Déjà, c'est un problème fondamental pour l'accès au droit. Les praticiens du droit eux-mêmes s'y perdent. Donc déjà, moi, une chose que je propose, c'est on fait un code de la non-discrimination. Voilà, on fait un code, sur un petit livre rouge qu'on pourra acheter en librairie, on aura toutes les normes. Et on en profite d'ailleurs pour les mettre en cohérence, parce que c'est un droit qui est très hétérogène, avec des inspirations différentes, c'est un droit ancien, avec des inspirations nouvelles, bref, tout ça se mélange un peu, on remet tout ça à plat, ça nous permet d'avoir un grand débat au Parlement, on fait un code. Et ensuite, il y a un problème d'accès au droit. Aujourd'hui, si vous, tout à l'heure, on vous refuse l'accès à, je sais pas, un restaurant, n'importe quoi, alors que vous voyez bien qu'il y a plein de places, et on vous dit non monsieur désolé c'est complet, vous vous dites oh là c'est peut-être parce que je suis noire, bon, vous n'en savez rien d'ailleurs, mais vous vous dites vous avez ce soupçon là, vous allez où, vous faites quoi? Je suis pas sûre que vous le sachiez. J'espère que vous savez que vous devez aller au commissariat, mais peut-être que vous le savez pas, et peut-être que d'ailleurs au commissariat on vous attend pas et on vous accueillera pas avec un bouquet de fleurs. Donc un accès au droit, un guichet unique dans différents départements. Vous parlez de Grenoble. À Grenoble, vous pouvez aller au CDAD, vous pouvez aller à la MJD, vous pouvez aller à la mairie, vous pouvez aller au commissariat. Il y a trop d'interlocuteurs. Faisons un guichet unique dans différents endroits où les gens peuvent dire ce qui leur est arrivé et essayer d'obtenir justice. Dans un état de droit, c'est la base. Moi, si on me vole ma voiture, je ne suis pas sûre que je retrouverai ma voiture, mais je suis sûre qu'on va entendre au moins que j'ai porté plainte. Et là, aujourd'hui, quand c'est des choses un peu plus graves qu'un vol de voiture, parce que c'est une atteinte à la dignité, c'est une atteinte très profonde, on ne peut même pas porter plainte, on ne sait même pas comment faire. Il y a un énorme problème d'effectivité de ce droit, et ce n'est pas acceptable de continuer comme ça. Voilà ce que je pense. Je vais passer la parole très rapidement à Fabrice. Moi, je voulais vérifier que je ne prenais la parole à personne dans la salle, parce que j'ai été déjà très bavard. Non, je préfère vraiment... tu seras très bref. Bon, alors juste dire que, au-delà de puisque c'est une question un peu d'action qui vient d'être posée, et c'est compliqué quand on est dans l'espace académique de répondre à ces questions, je trouve que ma collègue vient de très bien s'en sortir, mais donc en l'occurrence, je trouve qu'au-delà de cette piste qui vient d'être suggérée, par rapport à la thématique de notre session de ce matin, j'envisagerais bien de revenir à cette question de la catégorisation. Est-ce que pour lutter contre les discriminations aujourd'hui, on doit envisager une catégorisation en lien avec ce dont nous parlons depuis 3 jours? Voilà. C'est une question qui me semble être très importante. J'ai ma petite idée sur la chose, mais voilà. Bon, et donc je... Oui. Il y a une dame qui voulait parler.
Bonjour, Dominique Budin, donc je suis professeur dans le secondaire et de sociologie. Donc je voulais poser une question du point de vue sociologique. De ce que j'observe, faire des statistiques ethniques en termes d'orientation scolaire, par exemple, précoce, on le voit tous les jours, il y a des discriminations, c'est clair, dans les orientations notamment précoces, dans certaines voies. On sait que dans l'idéal, avoir des statistiques ethniques en plus des statistiques sociales, c'est-à-dire savoir si le fils d'ouvrier de telle origine est plus discriminé que le fils d'ouvrier d'une autre origine, ça serait bien de le savoir. Ça serait dans l'idéal. Après, mettre en place les statistiques ethniques, est-ce que ça risque pas de créer une certaine concurrence, alors symbolique, on est sur le terrain un peu symbolique aussi, entre les groupes ethniques identifiés comme des minorités et qui auraient donc accès à des politiques d'action positive, etc. Et des groupes sociaux qui sont aussi victimes de ces orientations scolaires précoces, etc. Je pense notamment aux ouvriers ruraux qui sont déjà très invisibles, qui ont été étudiés par un sociologue qui s'appelle Nicolas Renaï. Et ces groupes qui sont dominés socialement, mais qui ne deviendraient pas visibles à travers des statistiques ethniques, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils soient encore plus invisibles si on met en avant les statistiques ethniques? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, est-ce que ça ne va pas finalement créer une concurrence? Et en gros, derrière, je me fais la porte-parole de sociologues qui en ce moment se battent un peu pour ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, voire une volonté, de faire disparaître la logique et l'interrogation en termes de classe sociale, en mettant en avant, on a parlé de M. Béabar, entre autres, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même dans le débat sociologique et politique de mettre la domination sociale en arrière au profit de cette question? Et est-ce que ça ne va pas diluer parce que moi, de mon observation, les orientations scolaires précoces, ça touche les enfants de classe populaire et c'est pas strictement ethnique. Mais j'ai pas de statistiques pour l'affirmer autre que par mon observation personnelle, puisqu'on n'en a pas. Mais j'ai peur que ça dilue les classes sociales et ce questionnement qui est très dilué, qui est très combattu avec un vent de libéralisme certain dans la recherche sociologique, on le voit tous les jours. Et est-ce que ça ne va pas diluer cette interrogation en termes de domination sociale? Merci. Vous voulez répondre? Moi, je veux bien dire un mot, mais je ne vais pas répondre directement à la question. Vous allez dire que je fuis toutes les questions. Je pense qu'on a un très gros problème en France parce que tout est centralisé. Et donc, on a un seul appareil de mesure, ou deux, enfin, tout passe au travers de l'INSEE et de l'INED et de leurs catégories. Et donc, toutes ces catégorisations ont une dimension officielle d'emblée, je dirais. C'est-à-dire que on n'a pas, enfin, ce que j'aimerais personnellement, c'est en tant qu'universitaire, enfin, avoir le droit, comme disait Weber, de désenchanter le monde et de m'accorder ce droit sans arrêt. Mais je n'ai pas les financements pour, et aucune université n'a les financements pour. Et si vous demandez les financements sur ce genre de questions, vous allez retomber sur l'INED, l'INE, etc., l'INSEE et ses propres catégorisations. Or, ce qui serait intéressant, si vous voulez, dans ces études-là, et pour y comprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose à ce qui se passe, qu'est-ce qui revient qu'est-ce qui ressort de l'exploitation sociale proprement dite et de la discrimination, puisque maintenant c'est la mode de parler de discrimination raciale ou discrimination par la culture, la couleur, etc., les mœurs, tout ce que vous voulez. On peut, à mon avis, on devrait faire des études là-dessus. Mais on n'arrive pas à les faire actuellement. Alors d'abord parce qu'il y a tout un ensemble de restrictions qui ont été énoncées précédemment, mais aussi parce qu'on n'a pas les forces au niveau des universités, on n'a aucune possibilité de monter des études qui tiennent la route sur ce genre de sujet. Puis en plus, on se ferait mettre à l'index tout de suite, comme je le disais précédemment. Mais moi, mon vœu serait qu'on puisse, au niveau des universités et au niveau de la recherche, avoir des équipes qui travaillent en concurrence les unes avec les autres et qui utilisent des catégories qui sont elles-mêmes concurrentielles
pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir de véritables discussions, fondées sur à la fois des théories et des vérifications de propositions, enfin plutôt des vérifications de propositions qui déboucheraient éventuellement sur des théories. Je pense pas qu'à ce niveau-là, si vous voulez, la question telle que vous la posez se poserait de la même façon, enfin celle de la concurrence entre l'explication en termes de classe et l'explication en termes d'ethnie. Il me semble que d'ethnie ou de race, etc., il me semble que les choses sont plus compliquées en réalité. Ah oui. Mais c'est pas un interdisant qu'on résout le problème. Est-ce que je peux... On va prendre une question de plus, après vous voulez réagir. Oui, bonjour, donc moi c'est Akoudat Safia, je suis psychologue interculturelle et je travaille au sein de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, donc le CRI. Et pour répondre, parce qu'il me semble avoir cru comprendre que vous posiez un peu la question, Monsieur Taddas, concernant l'intérêt ou par rapport dans la salle, ce qu'on pensait du fait de l'ethnicisation des statistiques. Du coup, moi qui bosse dans les discriminations, je me pose forcément la question, et pour rejoindre Madame sur les risques possibles de l'ethnicisation des statistiques, c'est à savoir, est-ce que ça ne sera pas du coup utilisé de manière mal intentionnée et, étant donné surtout le climat islamophobe médiatico-politique aujourd'hui, c'est en tout cas... pour les associations qui luttent contre les discriminations, un des risques potentiels. Et puis je peux référer notamment récemment dans un journal où il avait été... alors, ce qui s'était passé. Donc ils avaient catégorisé la petite délinquance en fonction des origines, donc le vol à l'arraché, donc c'était les Roms et les Arabes, donc, et c'est alors que se basant déjà sur aucune statistique, et du coup le risque, est-ce que ce ne serait pas que toutes ces statistiques soient utilisées de manière très négative? On va prendre une dernière question de la dame qui est ici avant. Il y en avait une derrière et il y en avait encore là en fait. Ah, on va prendre toutes les questions parce que il faut qu'on conclue la matinée. Donc on va prendre toutes les questions et après on va faire un tour de table rapide. Voilà. Soyez bref, s'il vous plaît, pour donner les temps aux autres. Très bien. Donc je voulais revenir sur la condamnation qui avait lieu sur Saint-Étienne, donc sur l'office public. Donc il faut bien le rappeler que quand même c'était un office public et HLM. Donc sur la question du travail qui a été mené pour prouver qu'il y avait discrimination, il y a une chose qu'il faut savoir, que ça a été extrêmement long et difficile de prouver qu'il y avait eu discrimination de ce bailleur. Une des choses qui était extrêmement difficile, c'était de regrouper les différentes preuves comme quoi que ce bailleur-là exerçait un type de discrimination. Malheureusement, sur cette affaire-là, enfin plutôt heureusement, il y avait des personnes de l'intérieur, c'est-à-dire du personnel, qui étaient contre ces pratiques et du coup qui ont pu renseigner sur ces pratiques et pu donner des documents. Sans ça, on n'aurait pas pu prouver qu'il y avait discrimination. Il y a eu, il me semble, environ plus de 6 ans sur ce dossier-là pour prouver qu'il y avait discrimination. Donc c'est extrêmement long. Et puis les militants aussi, les militants, c'est super dur pour que des militants s'investissent sur des affaires aussi longues. Ensuite, je voulais répondre à une question qui était posée, c'était comment on pouvait travailler sur ces questions d'accès au logement. Une des choses qui peut être aussi envisagée et proposée aux différents politiques, c'est notamment en lien avec le pouvoir d'agir, c'est comment nous, citoyens, on peut intégrer ces commissions d'attribution, puisqu'aujourd'hui, ces commissions sont totalement opaques. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, pourquoi, du coup, on n'intégrerait pas les habitants de ces quartiers-là sur ces commissions? Ensuite, je voulais aussi rebondir sur l'accès au droit. Donc, je trouvais que c'était assez infantilisant de votre part lorsque vous disiez que lorsque vous faisiez voler votre voiture,
que vous alliez vous rendre au commissariat. Je pense, oui, il y a une méconnaissance du droit. Par contre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes, de plus en plus de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils se rendent dans des commissariats de police, ne se font pas accepter, se font refuser l'accès du commissariat pour porter plainte. Donc aujourd'hui aussi, comment ces associations-là de terrain, le procureur, toutes ces instances juridiques et politiques s'empruntent de cette question, puisqu'aujourd'hui il y a l'accès au droit, mais comment aussi il y a la question de la non-discrimination sur l'accès à pouvoir disposer de ce droit. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent pour poser des questions? C'était tout. Merci. Du coup, c'était ici. Non, la dame voulait... Bonjour, Marie-Aude Corbillet, chargée d'études au CEREMA. J'utilise donc beaucoup de statistiques pour travailler dans mon domaine, qui est la politique de la ville, la politique de l'habitat, etc. Et je me demande toujours, quand je choisis les statistiques, ce qui serait éclairant pour les politiques publiques. Mais au bout du compte, ces politiques publiques, elles ont déjà déterminé des catégories. Donc finalement, on tourne un petit peu en rond. Et moi, j'aurais envie, et je me demande si ça ne serait pas possible, parce que quand je vois ce que présente M. Léon Sikas, je trouve qu'on s'en approche. On ne devrait pas demander peut-être à la population, qui est finalement cette communauté humaine, qui est peut-être la seule qui nous rassemble et qui nous motive ici dans cette assemblée, sur quel sujet elle aimerait avoir des statistiques, sur quoi elle aimerait être enquêtée, qu'est-ce qui est important finalement pour elle. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire participer les citoyens à la définition des statistiques? Ça serait éclairant en soi. Et puis après, se pose la question du choix, lesquels on traite, etc. Mais la question serait déjà éclairante en elle-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va faire un tour de table rapide. Fabrice voulait... Merci. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de questions, je suis ravi, parce que la question de la sociologie, de la statistique est une question terriblement sophistiquée, complexe, et je suis très très heureux que cette session ait permis que des questions émergent sur ces thématiques. Alors juste des pistes, parce qu'il y a des travaux extraordinaires, très nombreux, sur des questions qui ont émergé là. Juste dire, d'abord je me rends disponible, puisque c'est ma marotte à moi, la socio de la stat, je me rends disponible pour répondre à toutes les questions hors de la session, mais donc pour que tout le monde puisse en profiter, sur les utilisations, les mésusages des statistiques, les travaux sont extrêmement nombreux. Bon, j'évoquais tout à l'heure le travail, les retours de la race, ce travail-là qui est accessible, évoque... C'est épuisé, heureusement. C'est épuisé, mais on va faire un nouveau tirage. Bon, voilà, donc très bonne information, et peut-être même sur Amazon, même enfin sur les... Oui, d'accord, complètement épuisé. Bon, sur les perturbations qu'introduisent ces catégorisations ethniques, notamment peut-être au risque de reléguer au second plan des catégorisations sociales plus traditionnelles qui renvoient à l'exploitation, oui, là aussi c'est abordé, c'est discuté, il y a énormément de travaux. Sur la dernière question de Marie, il y a Alain Desrosières, qui est décédé l'année dernière, avait une formule extraordinaire pour distinguer les deux sources majeures de la statistique. Il distinguait les statistiques issues de registres qui sont le reflet de l'activité des sociétés et les statistiques issues d'enquêtes. Et il employait le terme qui permettent l'exploration des sociétés. Voilà. Eh bien, quand Jean-Pierre dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moyens dans les universités, c'est bien ça qu'on coupe aujourd'hui, c'est qu'on coupe les moyens d'exploration. Et de ce point de vue-là, tu as raison d'en renvoyer au travail de Tadas, Léon Sikas, c'est qu'effectivement, dans ce type d'agence, il reste, et Tadas a bien fait d'appeler à la mobilisation, alors c'est très compliqué, mais il reste des moyens d'enquête. Alors on voit bien que ces enquêtes sont très lourdes, ces enquêtes européennes, les stakeholders qui étaient évoqués tout à l'heure, qui sont-ils et comment peut-on peser dans l'orientation de ces enquêtes? Certainement les processus sont-ils très complexes. Mais en tout cas, gardons à l'esprit que les enquêtes sont une ouverture sur de nouveaux enjeux. Peut-être on fait dans... Oui, moi je veux bien, mais vous voulez parler? Vous voulez encore... Allez-y. Oui, si vous voulez, juste un mot.
J'insiste sur le fait que la catégorisation en France a toujours un caractère officiel, surtout sur ces questions-là. Et en fait, c'est pas seulement en France hein, pour la catégorisation ethnique. C'est en fait des technologies de production de vérité à partir du moment où ça prend un caractère officiel. Et donc effectivement, j'insiste sur le fait qu'il faudrait se battre pour obtenir une décentralisation des possibilités de travail, alors comme vous l'indiquez, éventuellement avec la population, pour constituer une sorte d'agence de renseignement statistiques et de renseignements sociaux, et au fond convoquer les sociologues à ce qu'ils travaillent dans cette voie-là, et pas qu'ils soient toujours en train de quémander l'argent de l'État ou le blanc-seing de l'INSEE ou de l'INED. Enfin, il faudrait que chaque université et chaque universitaire, bon, c'est parfaitement utopique hein, dans le pays où on est, mais se prennent en charge et que il y ait des gens, enfin c'est trop tard pour moi, qu'il y ait des gens qui coordonnent des sortes d'agences de production de données, de renseignements, etc., sur toutes les questions, parce que à partir de ce moment-là, si vous voulez, je me répète, mais il faut explorer tout, il ne faut pas se mettre de barrières. Hein. On va devoir savoir combien il y a de Maghrébins dans le Rhône, mais pas seulement combien il y a de Maghrébins dans le Rhône. On doit savoir combien ont le baccalauréat, combien ont fait le type d'études qui les amènerait spontanément à se présenter à l'ENTPE, patati, patata, combien ils ont de permis de conduire. Il faut tout ethniciser, sinon ça n'a pas de sens. Une statistique isolée n'a aucun sens. Donc il faut savoir dans quel engrenage on met le doigt. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, et pour faire quoi? Et pour faire quoi? Ça, j'en parle même pas, parce qu'on a déjà... Oui, non, pour faire quoi? Combien après, une fois que vous les avez identifiés, combien vous voulez en recruter? Sur la base de quels critères? Oui, non, mais... Pardon. Okay, I only got the last thing you said in your intervention. Well, I would say that every statistics, you say incomplete statistics doesn't make sense, but any knowledge, not necessarily statistics, is incomplete. Only God, if He's there, has a complete knowledge. So we have, in the human condition, we have to deal with imperfect knowledge. And I'm afraid that categorization, whatever sort of categorization you use, will always be imperfect, especially in the contemporary world when self-identity, uniqueness is being promoted. So it will always be an object of contestation. Categories will always be, will have the potential to be misused by media, by contesting groups, or by state authorities. But that's why we speak about this in the context of civil society, civic commitment, and democracy. There have to be democratic checks and balances and active society involvement of citizens to control, to debate, to drive this process. So I don't have any idealistic belief that we will introduce categories and all of a sudden everything will be resolved and we will be able to calculate everything for policy. It will not be the case, but it might be helpful. What I'm afraid of that when we justify not having any categories and any data on the basis of the argument of misuse, are we not forgetting that not having any data is also a form of misuse? Je vous remercie tous. On se retrouvera ici à 14h. Et merci. Fabrice qui fait une annonce avant que vous vous leviez, s'il vous plaît. Donc l'annonce première, c'est que Didier Bardi, le libraire, doit partir avant la fin de la journée, donc il doit partir à 14h. Donc voilà, il faut faire ses derniers achats auprès de ce collègue militant pour la promotion justement de livres qui explorent la société. Donc il faut avoir ça en tête et ne pas le manquer. Et donc le retour des travaux, le retour en amphi ici s'opère à 13h pour l'ouverture de la table ronde de l'après-midi. Bon appétit.